Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le secteur de la finance a adopté très tôt la technologie financière ou FinTech et sa popularité ne cesse de croître auprès des institutions concernées. L'intelligence artificielle et le machine learning font partie des outils technologiques qui ont changé la donne pour les services financiers. Nous verrons dans cet entretien comment l'intelligence artificielle améliore la qualité des services sur les marchés financiers. Et nous avons le plaisir de recevoir Dr Ibrahima Koné, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Vous êtes expert en intelligence artificielle. Nous allons parler avec vous de comment est-ce que cette intelligence artificielle est appliquée aux différents marchés financiers. Alors, on le disait hors antenne, est-ce qu'il y a des secteurs qui échappent à l'intelligence artificielle ou qui ne sont pas adaptés à l'intelligence artificielle? Donc, globalement, des secteurs qui potentiellement y échappent, oui, mais pas parce que l'intelligence artificielle ne peut pas, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de données de qualité pour pouvoir opérer des choses intéressantes dans ces différents domaines. De façon plus concrète, si vous donnez un exemple, comment comprendre ça? Je vais donner un exemple. Nous avions parlé précédemment du secteur médical. Oui. Si vous êtes dans un environnement où tous les documents sur lesquels vous travaillez sont par exemple enregistrés en format papier et stockés, vous ne pouvez pas faire fonctionner une IA. Il faudrait automatiser ça, il faudrait informatiser et maintenant l'IA peut prendre le relais éventuellement. Donc ça c'est un cas concret où en médecine ça peut aider, mais si le stockage et la collecte des données n'est pas fait correctement, ça ne peut pas fonctionner. D'accord, très bien. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à prédire les tendances boursières? À ce niveau, c'est, comme je l'avais dit précédemment, des mathématiques. Donc, on peut collecter des données de façon massive. Sur le marché financier, chaque jour, on produit des terabits de données et l'œil humain ne peut pas forcément voir toutes les tendances. Par contre, avec des algorithmes bien posés qui viennent des mathématiques, on peut faire prédire des tendances boursières avec, en l'occurrence, des réseaux de neurones qui sont un aspect spécifique du machine learning qui permet de faire des prédictions boursières. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, c'est des corps de métier qui se retrouvent derrière, exemple de corps de métier. Par exemple, il y a le data scientist, il y a le machine learning engineer, il y a le data engineer qui ont chacun un job particulier. Le data engineer, il est chargé de collecter, stocker les données. Le data scientist, il est chargé de concevoir les modèles. Et le machine learning engineer est censé prendre les modèles prototypés pour les mettre en production et les rendre utilisables par tout le monde. Est-ce qu'un chef d'entreprise peut faire recours à un spécialiste en intelligence artificielle pour pouvoir voir la santé et l'évolution de son entreprise? Oui, ça peut être utile pour faire un diagnostic de l'entreprise. Donc pareil, les entreprises ont généralement des données très massives et avec une IA, elles peuvent faire une analyse des tendances, détecter les anomalies et pouvoir anticiper les difficultés avant qu'elles se produisent. Et il n'y a pas de marge, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais en termes de marge d'erreur. En général, lorsque le spécialiste est compétent et que le modèle est bien posé, il vous dit toujours voici mon résultat et voici la marge d'erreur que je garantis. Donc en dehors de ça, je ne peux pas garantir mes résultats, mais tant que vous êtes dans cet intervalle, mes prédictions seront à peu près justes. Donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Parlons du secteur bancaire. Comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée dans ce secteur? À plusieurs niveaux. Par exemple, pour un emprunt bancaire, vous allez voir votre conseiller, il vous demande certaines informations. Comme je l'ai dit, ce n'est plus lui qui s'assoit pour regarder. Il fait rentrer ces informations dans un ordinateur. Il y a une IA derrière qui analyse vos transactions, tout un certain nombre de choses et dit à la fin, est-ce que cette personne est solvable ou pas? Ça, c'est un exemple concret. Au niveau des marchés financiers, pour faire des prédictions, c'est pareil. On collecte énormément de données, des données textuelles, des données chiffrées. L'œil humain ne peut pas forcément faire ces croisements. La machine peut, grâce à des algos. Et ensuite, elle peut sortir un résultat pour dire, voilà la tendance du marché, voilà ce qu'il faut acheter ou ne pas acheter. Donc, entre autres avantages, on pourrait parler de la célérité, les manques de temps qui sont désormais mis de côté. En termes de temps, c'est ralenti, c'est plus rapide, c'est mieux fait et c'est plus efficace. Donc, mais tout ça, c'est pareil, ça vient en renfort de ce que l'être humain est capable de faire, puisque c'est l'être humain qui code, c'est l'être humain qui fait rentrer les données, c'est lui qui les structure. Donc, l'IA a un travail important, mais le travail de l'être humain en amont et en aval reste important. Est-ce que cette technologie est suffisamment développée dans la sous-région ouest-africaine? Dans la sous-région ouest-africaine, il y a des choses qui se font, mais au regard de ce qui se fait dans le monde et comme les marchés sont connectés, nous sommes encore un peu en retrait. Il ne faudrait pas forcément grand-chose pour y arriver, c'est des moyens et des ressources humaines pour pouvoir atteindre un niveau élevé, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Les moyens, les ressources humaines. Les ressources humaines existent ou c'est la formation qui... Les ressources humaines, elles existent et beaucoup sont à l'étranger. C'est une chance qu'on a. On a beaucoup de gens à l'étranger qui savent faire des choses. Et sur place aussi, on a aussi des compétences qui sont en train d'émerger. Donc l'idée, c'est comment faire et travailler en synergie tout ce monde-là pour que les choses puissent se faire un peu plus efficacement et rapidement. Comme les États sont en compétition bien des fois entre eux et en compétition avec le monde, qu'est-ce que gagnerait la Côte d'Ivoire en s'y investissant véritablement dans le domaine bien sûr de la finance?
D'abord, ça permettrait d'avoir un rayonnement international, une reconnaissance internationale. Ça permettrait d'attirer des fonds, d'attirer des talents et donc ça permettrait de réveiller notre économie. On a vraiment tout à gagner à s'investir là-dedans. Il y a vraiment de l'argent à faire littéralement pour un État et des personnes pour faire des choses intelligentes et intéressantes. On a le Trésor public en Côte d'Ivoire, on a le ministère du budget. Qu'est-ce que ces différents ministères gagneraient à implémenter cette technologie dans leur façon de faire? On a vu par exemple le ministère de la modernisation de l'administration où désormais on peut être un peu partout et avoir son espace fonctionnaire, consulter des informations. Aujourd'hui on ne se déplace plus à Abidjan, on peut venir passer un concours, on peut le faire depuis là où on est, les choses sont en train d'évoluer. Quels pourraient être les avantages de ces ministères budget et puis le Trésor public? Au niveau du budget du Trésor public, concrètement, cette automatisation-là, on peut la pousser un peu plus loin. On peut améliorer la qualité de la collecte des impôts, on peut même adapter les impôts aux revenus des personnes pour ne pas que ce soit ressenti comme injuste. On peut améliorer la qualité des services et l'efficacité même des agents au travail. Donc, ils peuvent faire leur travail mieux, plus efficacement et ce sera une pression moins importante pour le public. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, l'une de ses attributions, c'est de pouvoir faire des prédictions sur les années futures. Avec des données correctement collectées et analysées, on peut affiner ces prédictions-là et sur les marchés financiers et même vis-à-vis de nos partenaires internationaux, avoir un discours plus vrai, plus cohérent et plus proche de la réalité. Et donc, lorsqu'on a des attentes vis-à-vis d'eux, ils seront plus en mesure d'y répondre de façon efficace. Revenons sur l'efficacité des agents au travail. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut résoudre cette question? De façon concrète, vous êtes un agent des impôts, vous avez un certain nombre de personnes dont vous devez analyser les comptes. L'œil humain, comme je l'ai dit, ne peut pas forcément voir un certain nombre de choses. Et même, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Avec l'aide de IA, il peut avoir un premier tri et on va dire, vous fléchez vers ce qui peut poser problème ou pas. Et donc, les bons citoyens ne sont pas forcément embêtés et ceux qui sont un peu moins regardants sur la loi, devront faire face à la rigueur de la loi. Donc, de ce point de vue-là, vous pouvez être plus efficace dans votre travail. Parlons maintenant des risques de vulnérabilité par rapport aux données et les risques de dépendance à l'intelligence artificielle. La vulnérabilité, c'est vraiment le sujet, puisque qui dit collecte de données, dit stockage, dit éventuellement accès d'une personne qui ne doit pas. Donc pareil, on doit pouvoir se prémunir de cela avec des cyberdéfenseurs, vraiment des gens compétents. Il en existe en Côte d'Ivoire et qui vont nous protéger correctement. Et pour la dépendance, c'est l'une des conséquences un peu délicates du fait que si votre IA est très efficace, vous avez tendance à lui faire confiance, à lui déléguer beaucoup de choses et du coup, vous ne savez plus très bien faire ces choses-là et elle a tendance à prendre des décisions. Donc, c'est là où on doit jouer sur le curseur, ne pas trop lui lâcher la bride et quand même lui laisser la possibilité d'être efficace et de nous permettre d'avancer correctement. Et parfois, la moindre erreur peut avoir des conséquences parfois très drastiques parce qu'on fait confiance au système. Exactement. Et bien des fois, les possibilités de vérification... Exactement. Voilà pourquoi on ne doit pas lâcher sur la vérification et vraiment le contrôle de l'IA. On doit rester assez intransigeant et assez rigoureux de façon à ce que les décisions qui nous sont proposées, nous ayons toujours ce regard humain qui nous permet d'évaluer pour savoir est-ce une bonne décision d'un point de vue de l'éthique et de nos valeurs morales. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un défi de la formation des spécialistes de la question. On va parler de data scientist, ainsi de suite. Quels sont les enjeux de former ici au plan local? C'est tellement dans certaines filières où regrouper les compétences pour qu'on puisse véritablement y arriver. Cela nous permettra par exemple d'avoir des compétences locales pour résoudre nos problèmes locaux. On ne sera pas toujours obligé d'acheter des solutions à l'extérieur. Et on parlait des risques au niveau des données. Si on a des Ivoiriens qui sont formés, on évite que des personnes étrangères qui sont inféodées à d'autres États puissent venir et essayer de nous introduire des malwares. Donc avoir des locaux qui travaillent pour nous, c'est un gage d'efficacité et de sécurité supplémentaire pour nous. Vous par exemple, vous êtes Ivoirien, mais vous travaillez au Canada. Comment est-ce que vous arrivez à mettre au service de votre pays, au-delà de cette émission qui a vocation de sensibilisation, de formation, comment arrivez-vous à vous investir pour votre pays et apporter votre contribution? Bon, par la publication d'articles dans les journaux ici, je discute aussi avec d'autres personnes qui sont sur le terrain. Les articles ont une cible, tout le monde lit pas les articles. Par contre, non, c'est des articles, bon, c'est vrai qu'il y a des articles scientifiques, mais il y a des articles aussi dans les journaux à grande diffusion. Okay. Donc, vraiment des articles de vulgarisation sur certaines thématiques que je peux identifier. Très bien. Et j'essaie de discuter aussi avec des acteurs locaux pour savoir comment est-ce que les choses avancent, qu'est-ce que je peux apporter aussi bien au niveau de la formation et de la sensibilisation. Très bien. Merci, docteur Ibrahima Koné. On a eu du plaisir à échanger avec vous sur l'intelligence artificielle associée donc à tout ce qui est secteur financier pour booster bien entendu ce secteur. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.